Bonjour à tous, certains courants politiques disent très souvent que les riches ne payent que très peu d'impôts. On entend même parfois que les hyper riches paieraient moins de 2% d'impôts par rapport à ce qu'ils gagnent et à leur fortune, ce qui entraînerait des problèmes dans le budget de la France. Qu'en est-il vraiment? D'où viennent ces chiffres? Nous allons voir ça dans cette vidéo. Également, une partie des politiques français prônent pour l'instauration de la taxe Zuckman. Qu'est-ce que c'est? Regardons tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit résumé des points que nous allons aborder. Très schématiquement, le sujet de la taxe Zuckman touche à la taxation des plus riches. Cette taxe veut qu'un ultra-riche, on définira plus tard ce qu'est un ultra-riche, paie au moins 2% de sa fortune en impôts par an. Pourquoi? Car selon Gabriel Zuckman, un économiste français de renom, il y a une énorme injustice entre ce que paient les pauvres en termes d'impôts, autour des 40% d'après lui, et les plus riches. Dans cette vidéo, on va regarder d'où viennent ces chiffres et qu'est-ce qu'ils signifient. Pour comprendre tout ça, on va regarder dans cette vidéo deux études et une proposition de loi. La première étude vient de l'Institut des politiques publiques, qui est un institut de recherche économique français indépendant. Cet institut a publié une étude en 2023 portant sur des données fiscales de 2016, une étude sur l'imposition en France. Ensuite, nous regarderons le papier qui parle de la taxe Zuckman qui vient de Gabriel Zuckman, comme je l'ai dit, un économiste français de renom. À l'occasion du G20 en 2024, il a rendu des conclusions sur l'imposition des ultra-riches au niveau mondial. Pour le cas de la France, les données se basent sur l'étude que nous aurons vue en premier. Enfin, nous parlerons de la proposition de loi qui veut mettre en place un équivalent de la taxe Zuckman en France. Proposition de loi proposée par Eva Sas, une députée écologiste. Projet de loi qui n'a pas été adopté, c'est toujours en cours, mais pour le moment, ce projet de loi est bloqué après le rejet du Sénat en deuxième lecture. À voir si ce texte sera rediscuté à l'Assemblée de nouveau. Depuis le début de la vidéo, je parle d'imposition, de fortune, d'ultra-riches, etc. On va débroussailler tout ça avant de parler des études. Dans les études qu'on va regarder juste après, on va définir un ensemble de taxes, impôts sur la fortune. La fortune a deux composants. Le premier étant le revenu et le deuxième le patrimoine. Commençons par le revenu. Il peut provenir de plusieurs sources. Une première source, le travail, via un salaire ou assimilé. Une deuxième source, les prestations sociales, par exemple le RSA, les allocations familiales, etc. Une troisième possibilité, c'est les revenus du patrimoine, mobilier ou immobilier. C'est par exemple les loyers si vous louez un bien, les dividendes des actions ou encore les plus-values lors de la revente d'actions, d'entreprises, d'appartements, etc. Enfin, il y a le revenu de remplacement, les allocations chômage, les arrêts maladie, etc. Tous ces revenus sont ce qu'on appelle un flux. En économie, un flux est une variation mesurée sur une période donnée. Globalement, un revenu est un flux d'argent gagné sur une année. Cette notion est importante car la taxation en France et dans le monde est principalement sur les flux, c'est-à-dire sur les revenus qu'on engendre annuellement. Très peu de taxes s'attaquent au stock, c'est-à-dire à la richesse qu'on pourrait accumuler en mettant de l'argent de côté ou avec un héritage. Globalement, notre épargne n'est pas taxée. Si on revient à nos différents revenus, en France, ils sont taxés de différentes manières. Pour les revenus issus du travail, il y a différentes taxes, impôts, cotisations. Il y a les cotisations patronales et salariales. Ces cotisations sont les taxes les plus conséquentes sur les revenus du travail. Ensuite, on a l'impôt sur le revenu. Et enfin, l'ensemble des taxes à la consommation lorsqu'on achète un bien avec la TVA par exemple. Il y a d'autres taxes, comme les taxes sur les énergies, le carburant, le sucre, etc., etc. Il y a déjà une vidéo qui s'intéresse aux taxes sur la consommation sur la chaîne si ça vous intéresse. Pour les revenus du patrimoine, donc des revenus venant des marchés financiers, de l'immobilier, etc., il y a le prélèvement forfaitaire unique qui est de 30% en France. Qu'importe le montant que vous gagnez, 30% est prélevé. Si vous vous servez de ces revenus pour acheter des biens de consommation, vous allez payer des taxes sur votre consommation, comme précédemment. Comme je disais, la TVA, les taxes sur le sucre, l'énergie, etc. Les revenus de remplacement, comme le chômage par exemple, sont également soumis à certaines cotisations salariales, à l'impôt sur le revenu et aux taxes sur la consommation. Enfin, la dernière source de revenus possible, qui sont les prestations sociales, sont uniquement imposées sur la consommation. On voit que les revenus sont soumis à de nombreuses taxes, impôts et cotisations, ce qui n'est pas le cas du patrimoine que nous allons voir de suite. Avec le revenu que les personnes obtiennent durant leur vie, ou après un héritage, elles peuvent se constituer un patrimoine, c'est-à-dire acheter un logement, des actions, etc. On distingue 4 types de patrimoine. Le premier est le patrimoine immobilier, qui va concerner la résidence principale ou tout autre bien immobilier acquis. Ce n'est pas forcément des logements, ça peut être des parkings, des locaux, des entrepôts, etc. Le patrimoine mobilier, qui va concerner par exemple les bijoux, les œuvres d'art, les objets de collection de manière générale. Ensuite, on a aussi le patrimoine financier, qui va être les actions ou obligations que possède la personne. Et enfin, le patrimoine professionnel, qui vont être les biens détenus par une entreprise, donc par exemple une machine, des locaux, des brevets, etc. Avec cette définition, on pourrait dire que les biens professionnels appartiennent à l'entreprise et non à un individu. Cependant, dans les calculs de richesse, le patrimoine d'une personne peut inclure le patrimoine de la société si celle-ci lui appartient majoritairement. On verra ça plus précisément dans la suite avec les différentes études. Mais ici, on commence à pointer du doigt quelque chose qui va différer d'un mode de calcul à l'autre pour dire si les riches payent suffisamment d'impôts ou pas. Est-ce qu'une personne physique, on doit lui associer du patrimoine ou du revenu qui appartient à sa société? C'est une question assez difficile.
Techniquement, une personne ne peut pas se servir des biens de son entreprise à usage personnel. C'est une infraction pénale que l'on appelle un abus de biens sociaux. On pourrait alors se dire que le bien professionnel ne doit pas être inclus dans le patrimoine personnel. De l'autre côté, une personne détenant une entreprise peut influencer la politique de celle-ci afin de s'enrichir à titre personnel. Par exemple, versement de dividendes, achat d'une voiture de fonction, etc. À ce moment-là, on a envie d'inclure le patrimoine professionnel dans le patrimoine personnel. Bref, c'est complexe et on verra les choix qui sont faits dans les études qu'on va regarder. Le patrimoine est très peu imposé. En France, il y a la taxe foncière, l'impôt sur la fortune immobilière qui va toucher les détenteurs de patrimoine immobilier. On a également des droits de succession et des donations. Je ne vais pas rentrer dans le détail des montants de l'imposition, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On voit que comparé aux revenus, peu d'impôts sont sur le patrimoine. Donc globalement, dans le monde, on fait peu d'imposition sur un stock. Un stock, dans notre cas, est une accumulation sur plusieurs années de richesses venant de revenus. Les revenus économisés ont été, eux, taxés au préalable. Le patrimoine d'une personne est le cumul de patrimoine depuis sa naissance. On ne calcule pas le patrimoine sur une année comme le revenu. C'est pour ça qu'on appelle ça un stock. C'est quelque chose qu'on accumule. Le patrimoine plus les revenus forment la fortune d'une personne. Avec ce qu'on s'est dit précédemment, on se pose naturellement la question de pourquoi le patrimoine est moins taxé que le revenu. Il y a plusieurs raisons. Pour avoir du patrimoine, il faut soit avoir du revenu, soit de l'héritage ou une donation. Dans tous les cas, c'est déjà taxé en amont par différents impôts, taxes et cotisations. La logique est de ne pas retaxer quelque chose qui a déjà été taxé. Du moins, c'est la philosophie actuelle. Deuxième raison, c'est que c'est compliqué d'estimer le montant du patrimoine. Si on prend le prix des actions, par exemple, ça peut fluctuer du tout au tout dans une année. Sur quel montant estimé devons-nous taxer le patrimoine des actions, par exemple? Qui fait la mesure? C'est très très complexe. Par simplicité, on préfère alors taxer les revenus des personnes. C'est beaucoup plus simple et limpide. Avec ce qu'on a vu depuis le début, on peut déjà déterminer le cœur du débat. Quand on entend que les riches paient peu d'impôts, c'est au regard du patrimoine qu'ils ont accumulé et également du fait que certains calculs incluent le patrimoine professionnel dans leur richesse personnelle. Ça soulève deux questions. Est-ce que les revenus générés par une entreprise et le patrimoine de celle-ci doivent être inclus dans la richesse de la personne qui la détient? Et est-ce que comparer les impôts payés sur une année avec une accumulation de richesses a du sens? On ne va pas répondre à ces questions ici car c'est un sujet plus qui est politique qu'économique. Cette chaîne n'a pas de vocation à faire un débat politique. Nous, dans la suite de la vidéo, on va regarder les différents modes de calcul et voir combien les riches paient d'impôts au regard de ces différents modes de calcul. On va se concentrer en premier sur l'étude de l'Institut des politiques publiques, IPP, qui est sortie en 2023, qui se base sur les revenus de 2016 en France, donc avant la suppression de l'ISF. Cette étude se concentre uniquement sur les revenus. Dans ces calculs, le patrimoine n'est pas inclus. L'étude de l'IPP que nous allons regarder se nomme « Quels impôts les millionnaires paient-ils ?» Un point intéressant de cette étude est qu'elle recoupe des données administratives concernant les revenus des particuliers et des entreprises, ce qui en fait une étude unique pour la qualité de ces données. Les données fiscales sont des choses assez compliquées à avoir. Depuis le début de la vidéo, on parle de riches et ultra riches. Qu'est-ce que ça signifie? Dans ce tableau, l'IPP répertorie les revenus des foyers fiscaux selon deux types de revenus. Le revenu fiscal et le revenu économique. Nous détaillerons la différence de ces deux revenus juste après. Ces revenus sont catégorisés par fractile, donc par tranche de la population, si on préfère. La première ligne, P0, comprend l'ensemble des foyers fiscaux. On voit qu'en France, il y a quasiment 38 millions de foyers fiscaux. On voit également que le revenu fiscal moyen d'un foyer en France est de 26 457 €. Et le revenu économique moyen d'un foyer est de 33 778 €. Ensuite, on a la ligne P50, qui regarde les 50 foyers français les plus riches. On voit qu'on a quasiment 19 millions de foyers. Pour faire partie des 50% des Français les plus riches, il faut que le foyer gagne par an 18 800 € pour le revenu fiscal et 22 000 € pour le revenu économique. On a comme précédemment la moyenne des revenus fiscaux et économiques pour les 50% les plus riches, soit 43 100 € et 56 400 €. Le tableau continue de monter avec les 10% les plus riches, puis les 5%, puis 1%, puis 0,1% jusqu'aux 0,002% les plus riches qui concernent 75 foyers en France. Globalement, l'étude, quand elle parle des ultra riches qui paient moins d'impôts en proportion, ça commence à partir des 0,1% des Français les plus riches, donc la ligne P99,9. On parle alors de 37 800 foyers qui ont un revenu fiscal de 391 000 € et un revenu économique de 627 000 € minimum. Comme nous l'avons vu dans le tableau, il y a deux revenus différents, le fiscal et le revenu économique. Ces deux modes de calcul mènent dans l'étude à des conclusions différentes. Pour le revenu fiscal, l'imposition est progressive, comme souhaité, donc pas de souci. Cependant, pour le revenu économique, l'imposition est progressive jusqu'à un certain seuil et ensuite régressive pour les ultra riches qu'on a définis précédemment, les 0,1% des Français, ce qui n'est pas souhaité.
Le revenu fiscal de référence comporte les catégories que nous avons vues dans le début de la vidéo, c'est-à-dire le revenu du travail, donc les salaires, le revenu du patrimoine, qui peut être des loyers ou des dividendes par exemple. On a ensuite les prestations sociales et les revenus de remplacement comme le chômage. Tous ces revenus mélangés forment le revenu fiscal de référence. Ici, les revenus sont regardés après les cotisations patronales et salariales, mais sans compter les taxes à la consommation. Si on résume, le revenu fiscal de référence est celui que vous avez sur votre fiche d'imposition. Ce graphique regarde le taux d'imposition rapporté au revenu fiscal. Le graphique commence à P90, c'est-à-dire aux 10% des Français les plus riches. On voit que l'imposition sur les revenus fiscaux est de 16,5% pour les 90% les plus riches et monte progressivement autour de 40% pour les personnes les plus aisées. Malgré quelques variations, on voit que l'imposition monte progressivement et les plus riches paient plus d'impôts que les moins riches. On voit que le graphique est divisé en 3 couches. Une partie impôt sur le revenu, une partie prélèvements sociaux qui correspond aux taxations sur les actions, loyers, etc. C'est le PFU qui est à 30% en France. Et l'ISF qui n'existe plus maintenant sous cette forme. On voit que dans l'imposition des plus riches, l'ISF en 2016 n'apportait pas beaucoup de taxes. Donc les débats sur le retour de l'ISF comme un moyen de taxer massivement les ultra-riches est plutôt incorrect. Bref. On remarque également une diminution vers 36,7% d'imposition pour les 75 foyers les plus riches de France. Ceci est dû à la structure des revenus. Les très riches se paient principalement en dividendes et non en revenus. Les dividendes étant taxés à 30% alors que les très hauts salaires autour de 40%. Donc si on se paye majoritairement en dividendes, l'imposition a tendance à tendre vers 30%. Mais globalement avec cette étude, sur le revenu fiscal de référence, on voit qu'il n'y a pas de problème, l'impôt reste progressif. Donc on vient de regarder le revenu fiscal de référence et l'étude montre que la taxation se fait bien de manière progressive. Dans cette étude, il propose également de regarder un revenu augmenté, entre gros guillemets, comprenant les revenus des entreprises que détiennent les ultra-riches. Le revenu économique comprend, comme précédemment, les revenus du travail, du patrimoine, les revenus de remplacement et les prestations sociales, mais on va y ajouter 2 éléments. Dans ce revenu, il est ajouté les cotisations sociales non contributives, comme les cotisations qu'on paie sur la santé et les allocations familiales. Ils ajoutent ces cotisations pour avoir un revenu brut, pour bien prendre en compte tout le périmètre de l'imposition. Ils n'ajoutent pas les cotisations sociales contributives comme la retraite ou le chômage car ils estiment que ça équivaut à une assurance plutôt qu'un revenu. Deuxième ajout est les pertes et profits des entreprises. Globalement, s'il reste de l'argent non distribué à l'entreprise à la fin de l'année, elle est comptée comme un revenu de la personne qui la détient. Donc par exemple, si après avoir tout payé, il reste 100 € sur le compte de l'entreprise, alors le revenu de la personne est augmenté de 100 €. Évidemment, l'impôt sur les sociétés est ajouté aux impôts payés par la personne qui détient l'entreprise. Également, le montant attribué est au prorata de la détention de l'entreprise. Si la personne détient que 50% de l'entreprise, on va prendre que la moitié du montant des impôts et de l'argent restant. Pour que le calcul soit le plus pertinent possible, il y a d'autres conditions, comme il faut détenir au moins 10% de l'entreprise pour être compté dedans, et on ne prend pas en compte les plus-values mobilières, c'est-à-dire des plus-values sur la revente d'actions. Regardons avec un exemple ce que ça implique pour le revenu des entreprises. Supposons que j'ai une personne qui détient une entreprise complètement. Son revenu, sans prendre en compte les bénéfices de l'entreprise, cette personne a un revenu de 2000 € et les impôts, cotisations ou taxes qu'elle a payés avec le revenu sont de 600 €. De son côté, l'entreprise que la personne détient a fait un bénéfice, c'est-à-dire un gain avant les impôts de 100 €. Dans la méthode de calcul de l'étude, les 100 € seront ajoutés au revenu du détenteur de l'entreprise. Si celui-ci détenait que 80% de l'entreprise, alors on lui aurait ajouté uniquement 80 €. Sur ces bénéfices, l'entreprise va payer l'impôt sur les sociétés, l'IS, qui est de 25% en France, donc 25 €. Les impôts qu'a payé la personne passent donc à 625 €. On y ajoute les 25 € d'imposition sur les sociétés. Ce mode de calcul peut faire débat. Pourquoi inclure les revenus d'une entreprise dans le salaire et l'impôt d'une personne ? La réponse pour est que si la personne détient suffisamment de l'entreprise, elle peut décider, en tout état de cause, de choisir si elle distribue ou non les bénéfices et influencer son imposition. La réponse contre est que la personne ne détient pas les 75 € qui restent dans l'entreprise, elle ne peut pas s'en servir pour son plaisir personnel, comme se payer des vacances. Ça serait un détournement de biens sociaux. Si elle voulait s'en servir, elle devrait à minima se verser des dividendes, donc une imposition de 30% supplémentaire sur les 75 € restants. Comment ça se passe si une personne veut se verser des dividendes de son entreprise ? Supposons que sur le bénéfice, la personne décide de se verser la totalité en dividendes. D'abord, l'entreprise paie 25% d'impôt sur les sociétés, soit 25 €, et ensuite, sur les 75 € qui restent, il faut payer le prélèvement forfaitaire unique, PFU, qui est à 30% en France, soit 22,50 € sur les 75 €. Au final, sur 100 €, il reste 52,50 € pour la personne, soit une taxation de 47,5 €. Donc le mode de calcul pour inclure ou non les bénéfices de l'entreprise
peut porter à débat. C'est assez compliqué de savoir ce qui est de l'optimisation fiscale en laissant de l'argent dormir sur son entreprise et de la gestion de trésorerie pour de futurs investissements au sein de son entreprise. Maintenant qu'on a vu comment est fait le revenu économique, regardons les résultats de l'étude. On voit que pour les 90% les plus riches, l'imposition est de 30,1%. Ça monte progressivement à 46% pour les 0,1% les plus riches et ça rediminue ensuite au plus bas pour les 0,0002% les plus riches à 26,2% d'imposition, soit une nette différence de 20% d'imposition. Comment ça s'explique? Pour ça, il faut regarder les différentes parties du graphique. La partie jaune tout en bas est l'ISF, qui est négligeable, on va l'ignorer par simplicité. La partie vert clair est l'impôt sur le revenu, et la partie vert foncé, les impôts avec le PFU, donc dividendes et loyers. Et on a la partie bleue, les cotisations sociales sur les salaires, et enfin, en rouge, l'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce qu'on remarque? Que les très riches détiennent des entreprises. Quand on a une entreprise qui fait des centaines de millions voire des milliards de bénéfices, son salaire personnel ou les dividendes qu'on perçoit sont négligeables par rapport à de tels montants. Et donc que l'imposition des très riches tend vers l'imposition des sociétés qui est à 25%. Je ne trouve donc pas que le résultat soit étonnant vu le mode de calcul. Je le rappelle, mais les bénéfices d'une société ne sont pas à la disposition de la personne qui détient l'entreprise. Si cette personne veut toucher ses bénéfices, avec l'imposition le plus bas, il doit payer 30% d'impôt sur ce montant, avec le prélèvement forfaitaire unique. Sur ce genre d'études, la critique qui est souvent faite est qu'on mélange des types de revenus qui n'ont rien à voir. Mais ça pose la question suivante. Est-ce que les très riches font exprès de ne pas se rémunérer pour éviter l'imposition? Ou est-ce juste qu'ils n'ont pas besoin de cet argent car ils gagnent déjà suffisamment d'argent et préfèrent développer leur entreprise? C'est une question très complexe dont je n'ai absolument pas la réponse. Dernier point du graphique est la ligne grise. C'est l'imposition théorique si l'ensemble des revenus étaient versés en salaire, donc si l'entièreté des bénéfices d'entreprise était payée comme un salaire. Si on résume cette étude, si on regarde le revenu comme déclaré aux impôts, alors la taxation est progressive, donc pas de problème. Si cette fois on regarde le revenu personnel plus les bénéfices de l'entreprise, donc le revenu économique, l'impôt est régressif, donc il y a un problème. Cependant, le mode de calcul peut être mis en question. Cette étude regarde uniquement la position sans donner de réelles solutions aux problèmes qu'il soulève. On va regarder maintenant l'idée de la taxe Zuckman, qui fait un état des lieux un peu différent et propose une taxation pour essayer de résoudre la dégressivité de l'imposition. Ce rapport ne s'intéresse pas uniquement au cas français, il est international. Le papier de recherche qu'on va étudier, qui est présenté à l'écran, si on se traduit, s'appelle « Pour une imposition minimale réelle coordonnée des particuliers très fortunés », qui a été demandé par le Brésil lors du G20 de 2024 à Gabriel Zuckman, un économiste français. Quelles sont les conclusions principales de ce rapport? Le premier point est que le système de taxation mondial actuel faillit à taxer les ultra-riches. Globalement, comme dans l'étude précédente, avec son mode de calcul, il trouve une dégressivité de l'imposition pour les plus riches. Son idée pour résoudre le problème est que toutes les personnes très riches, plus d'1 milliard de fortune, paient une taxe de 2% sur leur fortune. On verra ce qu'inclut la fortune pour Gabriel Zuckman un peu après. Avec cette taxe, un gain estimé mondial de 200 à 250 milliards de dollars d'impôts. Une deuxième proposition est d'étendre cette taxation aux centimillionnaires, donc les personnes possédant plus de 100 millions de dollars de fortune. Si on prend en plus les centimillionnaires, cette taxe rapporterait 300 à 390 milliards de taxes mondialement aux différents États qui l'appliqueraient. Pour mettre en évidence que la taxation faillit, le rapport présente plusieurs graphiques. Ce premier graphique montre l'imposition que paient les personnes en fonction de leurs revenus. Ici, l'imposition comprend plus de choses que dans l'étude précédente, on verra juste après. Les personnes sont classées par catégorie de revenus, P0-10, les 0 à 10% des foyers ayant le moins de revenus, puis les 10 à 20% les plus riches, etc. jusqu'à aller aux milliardaires. On voit que l'étude se porte sur les Pays-Bas en jaune, l'Italie en vert, la France en bleu et les États-Unis en rouge. Il n'y a que 4 pays car c'est très difficile d'avoir accès aux données fiscales. Pour les données de la France, le rapport se base sur l'étude précédente que nous avons vue de l'IPP. Si on se concentre sur la France, on voit que les plus pauvres paient quasiment 50% de leurs revenus en taxes, impôts, etc. Et que les très riches, comme pour l'étude de l'IPP, ça descend en dessous de 30%. Pourquoi autant d'écart? C'est le même principe que précédemment. Les très riches, on inclut les bénéfices de leur entreprise qui est taxée à 25%. Donc leur imposition converge vers 25%. Vu qu'à partir d'un moment, ils n'ont plus besoin de se verser un salaire, ils préfèrent développer leur entreprise ou optimiser fiscalement, on ne sait pas trop. Par contre, ça n'explique pas pourquoi les moins riches paient 50% d'imposition. Regardons ce qui est compris dans le revenu pour obtenir le graphique. Ce qui est compris est le revenu du travail, le revenu du patrimoine, le revenu de remplacement et les prestations sociales avec leurs taxes comme précédemment.
Cette fois, au lieu d'ajouter un sous-ensemble des cotisations, cette étude prend l'entièreté des cotisations salariales. Comme pour l'IPP, les pertes et profits et impôts sur les sociétés sont comprises dedans. Enfin, grosse nouveauté, les taxes à la consommation sont ajoutées, donc la TVA, les taxes sur l'électricité, l'essence, le sucre, etc., etc. Voici ce qui explique en grande partie les différences, sauf pour les plus pauvres. Pourquoi paient-ils quasiment 50% de taxes? Pour ça, il faut regarder comment fonctionne le calcul. Pour les plus pauvres, le calcul peut poser question. Supposons qu'une personne gagne 500 € de son travail et 500 € de prestations sociales. Ici, les montants sont complètement fictifs, c'est pour l'exemple. La méthode de calcul suppose que cette personne aura 1000 € de revenus. Sur ces 1000 € de revenus, on va dire que 100 partent en cotisation salariale. Ce montant est peut-être un peu exagéré, mais c'est pour l'exemple. Et 16% de taxes à la consommation, car la personne dépense l'entièreté de son salaire pour se loger, nourrir, chauffer, etc. Donc on va dire 160 € pour les taxes à la consommation. Au final, d'après la méthode de calcul, la personne aura dépensé 260 € en taxes et cotisations, soit 26% de son revenu. Sauf que le calcul de l'imposition ne prend pas en compte que de base, la personne a obtenu 500 € d'aide. En réalité, la personne a reçu bien plus d'aide qu'elle n'a payé de taxes, donc son imposition devrait être négative. Gabriel Zucman mentionne que ce point n'est pas pris en compte et qu'une étude des aides doit être faite à part. Un deuxième graphique est présenté dans le rapport qui montre une courbe différente, où on voit pour la France en bleu, la taxe pour les plus pauvres est autour de 5%, que la taxe monte à 16%, puis chute vers 2% pour les plus riches. Ce graphique s'intéresse aux revenus dits effectifs. On voit que la France taxerait moins les riches que les États-Unis par exemple. Pourquoi les montants sont beaucoup plus bas? Pour ça encore, il faut regarder ce que comprend le calcul. Cette fois, le calcul prend en compte les revenus comme précédemment, enlève les cotisations salariales, enlève les taxes à la consommation et enlève pour les plus riches les impôts que paie sa société, par exemple l'impôt sur les sociétés. Le calcul enlève les impôts sur les sociétés mais ajoute quand même les bénéfices de celles-ci au revenu de la personne. Donc on ajoute un revenu sans mettre en face l'imposition que l'entreprise a payée. Pourquoi? J'avoue ne pas avoir d'explication. Avec cette méthode-là, en fait on se retrouve avec un revenu vachement grossi et une imposition par laquelle on divise vachement réduit, vu qu'on n'inclut pas l'imposition des sociétés. Un troisième graphique est présenté pour dire que la taxation n'est pas efficace sur les très riches. Dans ce graphique, on prend en compte les impôts sur les revenus et sur la fortune, mais on ne prend pas en compte les impôts sur les sociétés. En France, ça comprendrait par exemple l'impôt sur le revenu et l'ISF par exemple. On voit qu'à part la Norvège, quasiment aucun pays ne fait de taxes sur la fortune. Les taxes se concentrent sur le flux qui est le revenu. Avec ce graphique, on voit que le niveau de taxation est très bas et que le pays le plus vertueux en termes de taxes serait les États-Unis, avec 0,6 ou 0,7%. La France est à peine à 0,3 ou 0,2%. Là encore, il faut regarder le calcul et le titre. Dans le titre, il est dit taxe individuelle, donc on ne va pas prendre en compte les impôts de la société. Mais, encore une fois, ils vont y ajouter les bénéfices de la société non distribués à la personne qui détient l'entreprise. Ce qui fait déjà un premier grand écart. Le deuxième grand écart est que l'imposition est mesurée en pourcent de la fortune. Comme on l'a vu au début de la vidéo, la fortune comprend les revenus et le patrimoine. Dans ce patrimoine, pour les très riches, il y a la valeur de leur entreprise en bourse qui vaut potentiellement des milliards d'euros. Ce qui forcément, quand on met au regard de l'imposition personnelle, donc sans celle payée par l'entreprise, le pourcentage est faible. Ces trois graphiques que nous venons de voir servent à Gabriel Zucman dans ce rapport pour dire qu'il y a un problème avec l'imposition des très riches. Et pour ça, il propose alors une taxe minimum de 2% sur la fortune. Donc le but de cette taxe est qu'avec ce graphique, le montant de taxation atteigne 2% qui pour la France est à 0,2 ou 0,3%. D'après le rapport, si on fait cette taxe sur les milliardaires, on pourrait supprimer la dégressivité de l'imposition. On voit avec ce schéma, avec la courbe verte, que si on met la taxe Zucman sur les milliardaires, l'impôt à partir des milliardaires remonterait et on n'aurait plus cette dégressivité. Cette fois-ci, si on applique cette taxe dès les centimillionnaires, on corrigerait davantage la dégressivité. Il y a également sur ce graphique des hypothèses avec une taxation à 3% et 1% au lieu de 2%. Après avoir lu cette étude, je me questionne sur plusieurs aspects. Le premier est pourquoi ne pas inclure les impôts des sociétés si on inclut la valeur et le bénéfice de celle-ci à l'individu. On ajoute énormément de valeur au patrimoine de la personne très riche en lui ajoutant les bénéfices et la valeur boursière de l'entreprise qui peut valoir des milliards. Mais en contrepartie de cet ajout, on ne met pas les impôts que paie sa société. Avec ce calcul, je trouve le résultat que peu étonnant finalement. Ce qui fait un très riche, c'est de détenir une entreprise qui vaut des milliards. Son patrimoine personnel est écrasé par la valeur de sa boîte. Sauf que la valeur de sa boîte n'est pas mise au regard de son imposition. Donc si on ajoute la valeur de sa boîte, il faudrait, d'après moi, mettre au regard les impositions que cette entreprise paie. Deuxième question est pourquoi changer en permanence ce qu'on inclut dans les calculs? À la lecture, ça donne une impression de manipulation des chiffres pour avoir le résultat voulu ou du moins le résultat le plus impressionnant possible à montrer.
Ensuite, j'ai deux autres questions qui sont des points que soulève Gabriel Zucman lui-même. Comment mettre en place cette taxation au niveau mondial? Si tous les pays ne s'accordent pas, on laisse la possibilité de certains paradis fiscaux, et les efforts seraient potentiellement vains. Enfin, avons-nous tous les chiffres pour pouvoir affiner correctement la taxation? On le sait, c'est très compliqué d'avoir des informations fiscales précises par pays. Les pays ont du mal à coopérer encore sur ce sujet-là. Avec ces quelques remarques, on pourrait croire qu'il n'y a pas de problème ou que la taxation des plus riches n'est pas une question légitime parce que les chiffres pourraient porter à confusion. Or, on voit avec ce schéma, qui vient du rapport Zucman, que la fortune des plus riches a augmenté fortement ces dernières en proportion de la richesse mondiale. Donc le sujet de la taxation des très riches mérite d'être posé. Mais les questionnements sur les méthodes de calcul, pour moi, sont tout à fait aussi légitimes. On a vu la taxe Zucman, qui a pour objectif d'être une taxation sur la fortune des plus riches, les milliardaires ou centimillionnaires avec une nécessité de coopération mondiale. En France, la députée écologiste Eva Sas a déposé la proposition de loi 768 le 7 janvier 2025 pour instaurer la taxe Zucman en France. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette loi car je pense que la vidéo est déjà assez dense. L'objectif est pour les foyers étant centimillionnaires, c'est-à-dire un patrimoine incluant le patrimoine professionnel, valant plus de 100 millions d'euros, doivent payer au moins 2% d'imposition sur ce patrimoine par an. Globalement, cet impôt viendrait regarder combien en pourcent de sa richesse la personne a payé d'impôt sur l'année. Si c'est moins de 2%, elle paierait un supplément pour atteindre ces 2%. La fortune est calculée en regardant l'ensemble des revenus et du patrimoine non professionnel, donc la valeur et les bénéfices de l'entreprise. Côté impôts payés, ça prend en compte uniquement les impôts personnels. Les impôts payés par la société ne sont pas comptés comme sur certains graphiques de la taxe Zucman. Si c'était le cas, si on comprenait les impôts des sociétés dans les impôts que payent ces personnes très riches, alors la réforme ne servirait pas à grand chose car la plupart des personnes dépasseraient déjà les 2%. Globalement, cette réforme concerne 1800 foyers fiscaux et pourrait rapporter entre 15 et 25 milliards d'euros par an d'après cette proposition de loi. Ce montant est calculé comme si l'ensemble des 1800 foyers concernés payaient aujourd'hui cette taxe. Un inconvénient de cette taxe serait si les riches décident de ne plus résider en France, fiscalement. Pour prévenir de ça, le projet de loi contient le fait de pouvoir taxer ces plus riches, même s'ils ne résident plus sur le sol français. Or, ceci va à l'encontre des accords qu'on a signés avec une centaine de pays. Faudrait tout remettre à plat. Également, ça pourrait poser un problème constitutionnel. Ce genre d'imposition pourrait rentrer dans le confiscatoire et donc ne pas être approuvé par le Conseil constitutionnel. Il y a déjà eu un rendu du Conseil constitutionnel qui allait dans ce sens. Donc ça pourrait être très compliqué de mettre cette taxation en place en pratique. Pour le moment, cette loi a été refusée au Sénat et poursuit son chemin parlementaire. Si on résume succinctement, on a vu lors de cette vidéo que la taxation des plus riches est dégressive dépendamment du mode de calcul. Si on regarde uniquement les revenus des personnes, alors le système fonctionne plutôt bien. Quand on commence à inclure les revenus des entreprises aux revenus des propriétaires, on voit que l'imposition devient dégressive. Cela s'explique principalement par le fait que l'impôt sur les sociétés est plus bas que l'imposition sur les revenus personnels. Ensuite, on a vu la taxe Zucman, qui, dépendamment du mode de calcul, vaut une dégressivité plus ou moins forte sur l'imposition. Les modes de calcul peuvent être questionnés, mais globalement, on remarque un enrichissement des plus riches par rapport à la richesse mondiale. Il faut également noter que les données fiscales sont compliquées à obtenir, donc l'analyse peut être biaisée par manque d'informations. Pour résoudre le problème de taxation des plus riches, milliardaires ou centimillionnaires, Zucman propose une taxation de 2% sur les plus riches pour équilibrer tout ça. Ce seuil de 2% qui fait envisager qu'une personne très riche paye très peu d'impôts est en fait corrélé au mode de calcul choisi. Cette taxation au niveau mondial pourrait rapporter de 200 à 400 milliards quasiment de dollars, mais nécessite une coopération mondiale. Évidemment, ces 400 milliards de dollars ne sont pas par pays, seront répartis par les différents pays là où résident les très riches. En France, une loi a été proposée pour taxer les centimillionnaires avec cette taxe Zucman qui théoriquement devrait rapporter 15 à 25 milliards d'euros par an. Mais cette proposition de loi s'appliquerait uniquement à la France et non au reste du monde. Pour le moment, cette loi continue sur le chemin parlementaire et n'est toujours pas adoptée. La taxation des riches est un sujet assez dogmatique et qui crispe beaucoup politiquement. Certains disent que taxer les riches réglerait tous les problèmes et d'autres disent que si on taxe les riches, alors on va perdre nos entreprises et les impôts qu'ils payent. Le sujet est complexe, je pense va nécessiter encore beaucoup de débats et d'études. J'espère que cette vidéo vous a permis de vous éclairer un peu sur le sujet qui est très complexe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne et me faire un retour, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.